à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous, vous le savez, qui donne un futur à la jeune génération. Faut-il repenser la stratégie d'investissement dans l'enseignement supérieur? C'est en tout cas ce que semble penser le CAE, Conseil d'analyse économique, dans son dernier rapport. Le niveau de dépenses publiques par étudiant baisse depuis 2010, alors même que cet investissement génère des gains élevés. Relève-t-il? Gabriel Fac, rapporteur du texte, fait donc des propositions pour repenser cette stratégie et gagner en efficience et en équité. Elle est notre invitée. Gabriel Fac, professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine, est avec nous donc. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions aujourd'hui dans Smart Éducation. Gabriel Fac, qu'est-ce qui vous a poussé à faire émerger ces propositions? De quel constat en fait êtes-vous parti? Donc en fait, le constat de cette note, c'est vraiment un constat qui est lié au fait que malgré l'augmentation de l'accès à l'enseignement supérieur, donc pour donner un peu un ordre de grandeur, sur les jeunes qui ont entre 25 et 34 ans, il y a environ la moitié qui obtient un diplôme de l'enseignement supérieur. Il y a quand même de fortes inégalités. Et ces inégalités sont de deux types. Il y a des inégalités en termes de la dépense qui est faite sur les différentes formations. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a montré dans la note et qui n'était pas forcément extrêmement visible avant. On a eu accès à de nouvelles données sur les coûts des formations qui nous ont permis de voir que, en fait, il y avait des disparités extrêmement importantes sur les dépenses, en particulier les dépenses publiques qui étaient mises sur les différents types de formations. Et donc, on a habituellement en tête l'idée que oui, il y a des différences entre les classes préparatoires et l'université. Et il y a des chiffres qui sont régulièrement publiés qui donnent des différences de l'ordre de 1 à 1,5 plus cher pour les classes préparatoires. En fait, nous, on a montré que le rapport de dépenses publiques, il était de 1 à 4. C'est-à-dire qu'en moyenne, un étudiant en licence, la dépense de formation sur lui, de dépenses publiques, c'est environ 3 700 euros. Alors que les classes préparatoires par an et par étudiant, les classes préparatoires, ça va être plutôt de l'ordre de 13 400 euros. Et donc, il y a vraiment une différence énorme entre les différents types de formations. Et que ces différences, en fait, c'est lié effectivement à des différences d'investissement qui se voient clairement en termes de nombre d'heures et en termes de nombre d'enseignants dans ces formations. Mais Gabriel Fac, ce constat, il est nouveau? C'est-à-dire que dans les universités, on le sait, mais il n'y avait pas de chiffres qui permettaient de voir ça, parce qu'en fait, la façon dont étaient calculées les dépenses par étudiant, jusqu'à présent, c'était essentiellement en prenant en compte l'ensemble des dépenses qui sont faites dans les institutions d'enseignement supérieur. Et donc, pour l'université, on incluait dans la dépense tout ce qui est fait sur la recherche et aussi les aides pour les étudiants, qui sont bien sûr très importantes pour favoriser la réussite, mais qui ne sont pas directement attachées à une formation en particulier. Et donc, on a eu accès à des données qui ont été d'ailleurs collectées par la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche pour regarder formation par formation vraiment l'argent qui est directement attribuable à chaque type de formation. Et ça, c'est nouveau et c'est vrai qu'il n'y avait pas encore ce type de données qui avait été analysées et portées dans le débat public. Est-ce que cette conséquence, elle est peut-être aussi exacerbée par le nombre d'étudiants qui est en hausse aussi tous les ans dans les universités françaises? Voilà, c'est-à-dire que l'université est contrainte d'absorber effectivement toujours plus d'étudiants et ça se voit effectivement très clairement sur les 10 dernières années. Donc entre 2010 et 2020, il y a eu 20% d'effectifs supplémentaires à l'université et il y a eu 2% d'enseignants en moins à l'université. Donc il y a eu effectivement un choix qui a été fait de augmenter l'accès à l'enseignement supérieur en augmentant les taux de réussite au baccalauréat, en faisant une réforme du bac professionnel qui a augmenté l'accès au baccalauréat, ce qui est une bonne chose en soi, mais ensuite, il n'y a pas eu forcément un accompagnement sur dans quelles institutions les jeunes qui avaient accès à l'enseignement supérieur pouvaient aller. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés dans les universités alors que le budget n'a pas suivi. Donc, il y a un problème, c'est ce que vous nous dites, d'arbitrage presque avec des formations plus ou moins financées, c'est ça? Lesquelles exactement? Oui, c'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe, effectivement, l'université, c'est vraiment le parent pauvre de l'enseignement supérieur en France. Et il y a d'autres types de formations qui sont quand même beaucoup mieux financées. Donc, d'une part, on en a parlé déjà, les classes préparatoires, mais d'autre part, les formations courtes comme les BTS ou les DUT qui vont devenir les BUT, où l'investissement, le taux d'encadrement est beaucoup plus élevé. Et les étudiants, ils le savent bien, donc ils essayent de candidater
sur ces formations. En particulier, les étudiants qui viennent de la voie professionnelle ou technologique savent qu'ils ont de beaucoup plus grandes chances de réussite dans ce type de formation. C'est ça, c'est ce que j'allais vous demander, le lien aussi avec le taux de réussite, peut-être cette université parents pauvres, vous dites des formations, ça a un impact aussi clairement sur le taux de réussite des étudiants? C'est clairement les formations en licence, c'est clairement les formations où les taux de réussite sont les plus faibles. Donc là, avec le passage d'examen en distanciel, ça a un petit peu augmenté, mais en moyenne, il y a pas plus de 40 à 50% des étudiants qui arrivent à avoir leur licence au bout de 4 ans. Donc ça reste vraiment des taux très faibles, alors que c'est beaucoup plus élevé en BTS, en DUT, etc. Et donc du coup, les étudiants essayent de candidater dans ces formations-là. Enfin, il y en a qui sont très heureux d'aller à l'université, mais il y en a aussi qui voudraient aller plutôt en DUT parce qu'ils savent qu'ils seront mieux encadrés et qu'ils ont des plus grandes chances de réussite. Et comme ils ne sont pas pris, ils se retrouvent à l'université et là, c'est vraiment dramatique. Ils ont des taux de réussite extrêmement faibles. Et donc ça, c'est un des premiers constats. On a fait le constat, Gabriel Fac. Juste, on va rentrer un peu dans le détail. Vous avez donc élaboré plusieurs propositions, notamment sur l'accès, c'est ce que vous nous dites, à l'enseignement supérieur des plus modestes. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans cet accès à l'enseignement supérieur? Alors qu'on parle de bourse, d'ouverture, c'est ce que vous nous dites, même au niveau du baccalauréat. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui? Donc effectivement, ça c'est lié au deuxième constat qu'on fait dans la note. On n'est pas les seuls à faire ce constat. Et en fait, c'est un constat qui s'appuie sur des travaux de Cécile Bonneau et Sébastien Grosbon qui ont analysé en fait dans une cohorte, dans une génération, quel est le taux d'accès à l'enseignement supérieur en fonction du revenu des parents. Et donc ça, c'est assez original parce qu'en général, on n'a pas forcément d'éléments là-dessus. Et en fait, le constat est assez dramatique parce qu'on voit que si on regarde les enfants des familles qui sont les plus modestes, ils ont environ 30% de chances d'accéder à l'enseignement supérieur, alors que quand on regarde les enfants des familles les plus aisées, dans les 10% des familles les plus riches, ils ont 90% de chances d'accéder à l'enseignement supérieur. Donc c'est un rapport de 1 à 3. Et ce qui est intéressant, c'est que on a les mêmes chiffres pour les États-Unis, qui est quand même un système qui est extrêmement différent et qu'on pense être beaucoup plus inégalitaire, et c'est à peu près le même niveau d'inégalité d'accès. Donc on est dans un système qui se présente comme étant beaucoup plus égalitaire et qui en fait est à peu près aussi inégalitaire pour l'accès à l'enseignement supérieur que les États-Unis. Donc qu'est-ce qu'il faut alors pour démocratiser cet accès à l'enseignement supérieur des plus pauvres, des plus modestes? Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, il y a toute une batterie de mesures à avoir en tête. Donc, il y a un certain nombre d'inégalités qui arrivent plus tôt dans le système scolaire. Et donc ça, il faut effectivement renforcer. Pour partir très tôt, dès l'orientation. Il faut partir très tôt, même plus tôt. Nous, on n'en parle pas trop dans la note parce qu'on s'est focalisé sur l'enseignement supérieur, mais c'est évident qu'il faut vraiment envisager de renforcer les mesures pour aider au succès des élèves les plus modestes qui sont pas forcément, dont les familles n'ont pas forcément les moyens de les aider donc dès le plus jeune âge. Et ensuite, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. D'abord, combattre l'autocensure qu'il peut y avoir. Donc, il y a des études qui montrent, en particulier, la co-autrice de cette note, Élise Huiry, a fait des études montrant qu'à niveau scolaire égal, des élèves qui viennent de familles moins favorisées vont avoir en fait une certaine autocensure vis-à-vis de leur choix dans l'enseignement supérieur. Donc, il faut faire de l'orientation pour combattre ces mécanismes d'autocensure en faisant comprendre aux jeunes qu'ils peuvent y arriver, qu'ils ont aussi leur place dans l'enseignement supérieur, etc. Et puis après, il y a effectivement aussi finalement des limites qui sont liées au fait qu'il n'y a pas forcément des places dans les formations qui seraient les plus appropriées. Donc augmenter le nombre de places. Donc augmenter le nombre de places et en particulier augmenter les places dans des formations courtes qui peuvent être plus appropriées pour certains étudiants. Et puis également augmenter le taux d'encadrement à l'université pour que ceux qui s'orientent vers l'université puissent avoir des taux de réussite comparables aux autres filières. Donc tout ça, évidemment, ça a un coût. Et puis aussi, il y a aussi tout un volet plus financier parce que même s'il y a des bourses sur critères sociaux qui sont distribuées aux jeunes, en fait, on fait le constat que ces bourses, ça reste finalement relativement modeste pour ceux qui ne peuvent pas du tout être aidés par leur famille. Vous faites d'ailleurs des propositions sur les frais d'inscription, je crois, dans certaines formations. On fait surtout sur les frais d'inscription, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une vérité des coûts, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a très peu d'informations qui est donnée aux jeunes sur qu'est-ce qui est dépensé par la puissance publique dans chacune des formations. Donc on dit qu'il faut que ces informations sur combien ça coûte une formation, non seulement, mais
qu'est-ce qui est réellement dépensé par rapport à ce qui est payé dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé, d'une part, et aussi quels sont les salaires et les taux d'insertion à la sortie. Ça, c'est des choses qui sont finalement difficiles à appréhender. Il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. On pense que c'est des éléments importants pour que les jeunes puissent se déterminer, qu'ils sachent vraiment, quand ils vont dans une formation, quel est l'investissement que la puissance publique fait dans cette formation et donc qui va déterminer en partie leurs chances de réussite. Gabriel Fac, vous proposez également d'améliorer l'accès au logement étudiant. Pourquoi l'un ne va pas sans l'autre finalement ? Alors ça fait partie du fait qu'il y a un constat qui a été fait d'ailleurs dans d'autres travaux, et en particulier un rapport de l'Institut des politiques publiques sur l'accès aux grandes écoles qui montre qu'il y a une certaine inégalité géographique dans l'accès à l'enseignement supérieur. Et c'est vrai que l'Île-de-France et en particulier Paris concentrent une grande partie des institutions d'élite de l'enseignement supérieur, mais également les grandes villes. Et pour les familles qui n'habitent pas à ces endroits-là, ça peut être difficile d'accéder aux institutions d'enseignement supérieur qui sont situées dans les grandes villes ou à Paris. Et en fait, il y a un parc de résidences étudiantes à loyer aidé, qui pourrait être géré par le Crous, par exemple, qui est relativement faible en France. En fait, ça ne couvre que 10% des étudiants. Et donc, du coup, effectivement, on fait comme recommandation d'augmenter également le parc de résidences étudiantes de manière à pouvoir faciliter l'accès. Oui, l'accès à un logement étudiant, voilà. Ou l'accès à une formation passe aussi par l'accès à un logement. Vous en parliez tout à l'heure, du coup, combien coûterait alors la mise en place de ces mesures ? Alors, donc, tout le paquet global, on estime ça à plusieurs milliards d'euros. Alors après, ça dépend de combien on veut augmenter l'investissement dans l'enseignement supérieur, mais on chiffre ça à environ 0,2-0,3% du PIB. Et on considère que ça peut sembler beaucoup comme ça. Mais ça peut s'amortir. En fait, voilà, ce qu'il faut voir, c'est deux choses. D'abord, c'est un investissement à long terme qui rapporte, c'est-à-dire que parmi les dépenses publiques, en fait, les dépenses d'éducation, c'est les dépenses les plus rentables. Alors évidemment à long terme, parce que ceux qui ont un diplôme plus élevé, on monte dans la note qu'ils ont des salaires plus élevés, mais aussi il y a tout un tas de bénéfices sociaux, ils vont payer plus d'impôts, ils vont s'insérer mieux sur le marché du travail, ils vont être en meilleure santé, etc. Et donc la société en général en bénéficie. Et il y a aussi des études qui montrent que plus il y a de diplômés du supérieur, plus la productivité globale d'un pays augmente. Donc c'est un investissement nécessaire. En tout cas, c'est ce que vous nous dites, Gabriel Fac. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Éducation. Je le rappelle, vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine et donc rapporteur, auteur de ce rapport du Conseil d'analyse économique. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission, vous l'aurez compris, mais on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À demain.